télémédecine, donc vers un nouvel aménagement du territoire pour l'accès aux soins. Donc je vais appeler les participants à la table ronde. Madame Lydie Canipel, qui est vice-présidente de la Société française de santé digitale et présidente de l'UMD, qui est l'Université de la médecine digitale. Elle est où, Lydie Canipel? Lydie Canipel, est-elle là? Elle n'est pas là. Bon. Madame Lucienne Claustre, qui s'en va, mais qui doit revenir pour la table ronde, qui est donc présidente de l'URPS infirmière Provence-Côte d'Azur. Elle est où, Lucienne? C'est parti. Voilà. Christina Groth, que j'ai vue et qui est là-bas au fond et qui va nous rejoindre et qui est responsable du développement de la télémédecine à l'université de l'hôpital Karolinska en Suède. Donc Christina, elle a fait un long chemin pour venir nous voir, mais c'est pas la seule, vous allez voir ensuite. On va appeler le docteur aussi Michael Pirol, qui est praticien hospitalier à la PHM au service cardiologie. Alors Christina, voilà, peut-être ici, comme ça vous allez avoir votre traducteur vers vous. Voilà. Ok, Michael Pirol, c'est vous, asseyez-vous là. Ok. Le docteur Dominique Sassoun, qui est chirurgien en charge du centre SOS Main à la clinique d'Aix-en-Provence, où il est. Le docteur Sassoun, il est là. Voilà. Et enfin, le docteur Francis Pack, qui est chef de service de santé des Tuamotu Gambier en Polynésie française. Donc je vous avais dit que Christina n'était pas la seule à avoir fait un long chemin. Bah, écoutez, vous allez vous asseoir à côté de moi. Voilà. Voilà, vous amenez une chaise. C'est parfait. Ok. Voilà. Donc voilà, avec vous tous, on va parler. Vous avez des micros, il y a 2 micros sur la table que vous pouvez vous passer alternativement. Avec vous tous, on va parler de ce nouvel aménagement du territoire pour l'accès aux soins. J'ai envie d'introduire le débat en vous disant nouvel aménagement du territoire, mais il faut aussi repenser l'organisation aussi de la chaîne de soins sur le territoire, une nouvelle organisation, un nouvel aménagement du territoire. C'est aussi des hommes, comme on l'a rappelé dans les discours d'introduction. Donc qui veut commencer sur ce sujet, sur l'aspect organisationnel des équipes? Personne. Elle va falloir m'aider dans la journée. Il va falloir parler un petit peu, je ne vais pas tout faire. Alors je ne parlerai pas de l'hôpital parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, que j'ai quitté depuis bien trop longtemps maintenant. Mais au niveau du libéral, il est effectif que l'organisation des territoires est en train de bouger de façon très très importante et que l'apport du numérique va être un plus qui est aujourd'hui indispensable. On a un peu l'impression en libéral de passer du Moyen-Âge au XXIe siècle avec une grande marche et c'est pas forcément simple. Et donc ça génère beaucoup d'anxiété, je dirais, chez l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit les médecins, les infirmières, les pharmaciens, peut-être c'est ceux les moins impactés par ça. Vous portez un projet, il faut le rappeler, un projet de régulation médicale sur l'ensemble du territoire qui s'appuie sur la téléexpertise et la téléassistance et qui s'appuie sur les infirmières, c'est ça? Alors nous, on a la chance de porter un projet comme ça, effectivement, sur un territoire où malheureusement les médecins ne sont plus présents ou très peu présents. Et ce projet, c'est la télémédecine avec beaucoup d'informations. Donc il y a une valise de télémédecine qui va pouvoir faire de la téléconsultation connectée à distance. Mais il y a aussi de la biologie embarquée qui va permettre de faire des examens sanguins en extemporané. Il y a plein de choses et donc c'est surtout un projet pour essayer de répondre à une demande en soins pour laquelle aujourd'hui, malheureusement parce que les médecins ne sont plus présents, posent des problèmes sur des territoires qui sont un petit peu déserts. Voilà. Mais l'organisation sur ces territoires déserts, ça va passer aussi par une dynamique de rassembler tous les professionnels de santé. Laurence Sacomano en a parlé un petit peu tout à l'heure, et de mettre en place ce que l'État appelle des communautés professionnelles territoriales de santé, qui, en rassemblant tous les professionnels qui travaillent déjà ensemble, mais qui vont le rendre un petit peu plus visible que ce n'a été jusqu'à présent, vont avoir besoin du numérique pour communiquer. Et donc les innovations là, on les attend tous et on est plein d'idées.
à mettre en pratique. Et il faut, par rapport à tout ça, que je remercie la région qui, par rapport à l'URPS infirmière, a fait un effort colossal pour nous aider à mettre en place ce projet de télémédecine. Voilà. Docteur Spaak, vous, compte tenu de la spécificité du territoire de la Polynésie française, territoire vaste avec une situation de désert médical que vous connaissez sans doute depuis plus longtemps que la métropole, vous, la télémédecine, finalement, vous l'avez déjà au jour le jour? Alors oui, donc pour resituer, l'archipel sur lequel l'équipe travaille, c'est un archipel qui fait 1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près deux fois la superficie de la France métropolitaine. Mais il n'y a que 17 000 habitants sur ce million de kilomètres carrés, donc avec 8 médecins en tout et pour tout. Donc une densité médicale particulièrement faible sur un espace particulièrement étendu et effectivement qui est amené à réfléchir très profondément sur le rôle des différents acteurs de santé sur ce territoire, le rôle des agents paramédicaux, infirmiers, mais pas seulement infirmiers, hein, il y a d'autres professions qui sont spécifiques à la Polynésie étant un territoire français sur le plan de la nationalité, hein, mais qui est un pays d'outre-mer, donc il y a une autonomie en termes de gestion de la santé, donc avec un fonctionnement qui est différent de celui métropolitain. Donc cet isolement, cette dilution de la population, cette densité médicale faible, cette densité de soignants qui est très faible d'une façon générale, a amené à vraiment mener une réflexion sur le rôle des uns et des autres. Que peuvent faire les uns? Comment peut-on améliorer l'efficience de chaque profession, notamment l'efficience médicale, parce qu'on était d'une part peu nombreux et d'autre part situés très loin des patients. Donc pour vous donner une idée, c'est comme si on avait un patient à Sofia, en Bulgarie, l'autre à Londres, un à Strasbourg et l'autre à Biarritz. Donc c'est pour vous donner l'étendue du territoire, pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être. Et donc là, vous êtes vous-même pas au centre de ce territoire, vous êtes encore plus loin. C'est comme si vous étiez basé à Barcelone, par exemple, pour vous occuper de tout ça. Donc c'est pour vous donner une idée d'à quel point il a fallu réfléchir sur l'efficience des différentes professions, sur la façon dont on allait pouvoir organiser la collaboration. Donc ces 8 médecins sont 8 médecins généralistes, et évidemment, les patients n'ont pas besoin que de médecine générale, ils ont aussi besoin de spécialistes. Donc il y a eu un travail qui a été fait aussi en termes de collaboration entre spécialités et généralistes, et puis un travail de collaboration entre les généralistes et les agents paramédicaux, donc essentiellement les infirmiers, mais aussi donc les professions paramédicales locales. Donc voilà, le tout dans un contexte où par contre il n'y a pas de numérique du tout. C'est-à-dire que c'était vraiment c'était organisationnel. C'était pas du tout, on n'était pas du tout sur du numérique, sur de la solution numérique, on était sur la solution exclusivement organisationnelle au départ. Donc c'est pas mon idée de monopoliser. Non, mais si j'ai bien compris, en fait, et ça pose bien le débat, au début, vous n'aviez pas les moyens techniques, donc vous avez trouvé en premier les solutions organisationnelles. Maintenant que vous avez ou que vous allez avoir les moyens techniques, l'organisation est déjà rodée, elle est déjà en place, et la technique va vous aider à déployer. En fait, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'il a fallu d'abord réfléchir à l'organisation, et maintenant qu'on a l'organisation, on va pouvoir commencer à réfléchir numérisation de cette organisation. Et c'est dans ce sens-là que se passent les choses, et pour qu'elles se passent bien, pour bien identifier les besoins, justement en termes numériques, pour appuyer cette collaboration, pour la structurer, pour la sécuriser aussi. Et c'est dans ce sens-là que va notre réflexion pour la suite des événements. Alors, donc il y a des problèmes de territoire assez vastes à régler. La télémédecine, donc c'est arrivé à toucher tout le monde, c'est aussi la télésurveillance. Alors vous, docteur Michael Peyrol, vous avez un projet, vous avez développé un projet de télésurveillance pour l'insuffisance
cardiaque. Là, on n'est plus dans l'action de soigner, mais dans l'action de surveiller et de prévenir, c'est ça? Oui, c'est exact. En fait, nous, on a quand même, en tant que cardiologue, on a une expérience déjà de la télésurveillance, puisqu'on suit les patients implantés de prothèses cardiaques, donc de défibrillateurs cardiaques et de stimulateurs cardiaques depuis déjà une dizaine d'années. Donc c'est pour ça qu'on a déjà cet outil qui est développé et qui est largement mis en place, largement utilisé. Alors sur un périmètre qui est beaucoup moindre que le vôtre, relativement restreint, puisque c'est quasiment uniquement sur la région. Mais c'est vrai qu'on avait cet outil. Et on a, fort de notre expérience sur la télésurveillance des prothèses, on a appliqué ça avec nos collègues cardiologues spécialisés dans le suivi de l'insuffisance cardiaque, la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, puisque l'insuffisance cardiaque c'est une maladie chronique, c'est une maladie grave avec un pronostic qui est mauvais en termes de réhospitalisation et de mortalité. Et donc il y a plusieurs études internationales qui ont été publiées, qui ont démontré qu'il y avait un impact positif sur des critères de morbidité et mortalité. Et on a porté ce projet, qui est maintenant plus qu'à l'état de projet, puisqu'on a débuté notre activité de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque il y a environ 3 mois sur le site Nord. Ça sera fait avec un peu plus de retard sur le site de la Timone, vraisemblablement dans le premier trimestre 2020, où on va les surveiller à distance, alors tout simplement en surveillant le poids du patient avec un passe-personne connecté. Quand on a une insuffisance cardiaque, on fait de la rétention hydrosodée, donc les patients prennent du poids puisqu'ils stockent de l'eau. Et donc en surveillant ce poids, en ayant une présence infirmière rapprochée, puisqu'on a des infirmières de télésurveillance qui ont une information spécifique dans nos différents services. On a également le rôle de l'infirmière libérale qui est relativement important, puisque l'infirmière libérale qui suit le patient à son domicile pourra nous transmettre des informations via une application mobile sur smartphone. En collectant toutes ces informations, en collectant également de façon automatisée les données de laboratoire, de la biologie, les facteurs de biologie qui nous permettent de suivre l'insuffisance cardiaque, on va pouvoir suivre le patient et générer des alertes. Et en cas d'alerte, on va contacter le patient et éventuellement intervenir ou surtout réadresser le patient vers son cardiologue traitant, son cardiologue de proximité, pour qu'il y ait une action qui évite l'hospitalisation et en tout cas des hospitalisations qui sont moins graves, à des stades qui sont moins avancés de la décompensation cardiaque. La Polynésie française veut réagir. Moi je retiens un truc, la Polynésie française, c'est finalement les médecins n'ont pas des blouses blanches, ils ont des chemises à fleurs. C'est génial ça. Hein, ça c'est super. Allez-y. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, l'insuffisance cardiaque est un très bon exemple de ce qui a pu être mis en place aussi en Polynésie, mais c'est dans tous les domaines, c'est-à-dire que effectivement, donc on n'a pas d'outils connectés, on n'a pas d'outils de télésurveillance, mais on a une stratégie de surveillance proactive des patients qui fait qu'on détecte très précocement les déséquilibres d'une insuffisance cardiaque, qui permettent de réagir très rapidement, qui permettent d'adapter le traitement très précocement, et tout ça grâce à des procédures métiers, qui sont des procédures métiers avec les agents paramédicaux. Les patients sont vus de façon proactive, extrêmement régulièrement. Ils sont suivis de très près sur des paramètres qui sont personnalisés. Ce patient-là a une insuffisance cardiaque, on va le surveiller comme ci. Ce patient est diabétique, on va le surveiller comme ça, avec cette attitude proactive, cette attitude très très proche du patient, avec des soignants qui sont vraiment une très très grande proximité du patient. Donc des soignants paramédicaux. Et ça se décline dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que les bébés, quand ils arrivent à 1 semaine sur leur île au nez là-bas, donc les bébés, l'action de protection maternelle et infantile est gérée par des agents paramédicaux qui ont une procédure de surveillance de tous les états de la vie, depuis le petit âge jusqu'à la pathologie chronique. Alors, on a parlé de télémédecine, de télésuivi. Il y a un autre aspect aussi de la télémédecine, c'est la téléexpertise, le partage d'expérience. Et là, je vais vous donner
la parole, docteur Dominique Sassoon, parce que vous avez développé SOS Main, et c'est un bon exemple de télé-expertise et de partage de l'expertise. Merci, pas tout à fait. Donc j'ai fondé le SOS Main sur les temps d'hiver et sur la région d'Aix-en-Provence. La chirurgie de la main est une activité spécialisée et la majorité des diagnostics peut se faire à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Cette activité, quand on a un SOS Main, elle concerne à peu près 50% de pathologies chroniques et 50% d'urgence. Ce qui est important de savoir, c'est que notre zone d'influence est beaucoup moins étendue que celle de la Polynésie, mais on a les embouteillages, ce qui est catastrophique, parce que bon, on reçoit des patients 06, 83, 04, 05, et ne serait-ce que pour faire Venelle-Aix, quelquefois, il faut 1h30. Bon. La réflexion que nous avons eue il y a déjà 2 ans, est que dans un premier temps, nous pouvions faire de la téléconsultation, et cette téléconsultation concerne les patients qui ont été opérés de pathologie froide ou de pathologie d'urgence relativement simple. Il est nécessaire d'avoir un suivi, il n'est pas forcément obligatoire d'avoir un suivi physique. Donc, par exemple, nous opérons 30 à 40% de syndrome du canal carpien. C'est une pathologie qui est relativement simple, les suites opératoires doivent être simples. Il est nécessaire d'avoir un suivi. Quand les patients habitent loin, sont éloignés ou partent en vacances, et qui vont bien, la téléconsultation répond tout à fait à ce besoin. Ça diminue les coûts de transport, ça les rassure, et on se voit directement. Alors je vous rappelle que la téléconsultation répond à des obligations précises. C'est un patient et un médecin, et il est obligatoire d'avoir un flux vidéo. S'il n'y a pas de flux vidéo, s'il y a un téléphone, c'est ne pas considéré comme une téléconsultation. Pour mettre en place la téléexpertise, c'est un deuxième volet, et cette téléconsultation, on la pratique depuis 2 ans environ, avec un taux de satisfaction des patients qui est très élevé, ce qui permet de dialoguer avec eux, de leur envoyer des papiers, de compléter les accidents de travail, les prescriptions, etc. La téléexpertise, c'est plus compliqué parce qu'il faut un patient, un médecin requérant et un médecin requis. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place en collaboration avec les différents services d'urgence. Ça a beaucoup d'avantages, parce que ça va nous permettre, par une messagerie sécurisée, de transférer un dossier complet, avec des radios, éventuellement de faire une vidéo, éventuellement avec le médecin urgentiste, de faire examiner le patient par le médecin urgentiste pour savoir s'il y a une lésion d'un tendon, s'il y a une fracture, etc. Et de bien codifier au maximum la gravité de l'urgence, pour savoir s'il faut la recevoir tout de suite. Si ça va occuper le bloc opératoire pendant 2 heures, 5 heures, c'est pas du tout pareil. Si on a 2 doigts amputés, on sait que la moitié de la journée du bloc opératoire va être occupée. Si c'est simplement une petite amputation d'un bout de doigt, c'est pas pareil. Et donc, on n'a pas suffisamment de renseignements précis, c'est pas de leur faute, de la part des pompiers, de la part des médecins urgentistes, qui n'arrivent pas à quantifier de manière souvent satisfaisante la gravité de l'urgence. Ça nous permettra de beaucoup mieux accueillir les urgences. C'est ce qu'on espère faire en faisant des conventions. Alors, l'objection qu'on peut nous dire, c'est que ça peut se faire avec WhatsApp, avec des SMS, mais c'est interdit. Ce n'est pas sécurisé. C'est-à-dire qu'il y a peu de risques, mais ces données médicales qui transfèrent par cette voie de messagerie n'est pas sécurisée. Et donc il est indispensable d'avoir une messagerie sécurisée qui peut permettre d'envoyer aussi des documents. Et dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, on prend une petite photo puis on l'envoie quand même. Oui, dans les faits, hein, oui, mais bien sûr. On la met tous les jours. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Mais je pense que y a un risque. Et puis la petite photo, c'est bien. Quand on a besoin d'une vidéo, quand on a besoin d'un scanner, quand on a besoin de montrer la radio, etc. Bon, et c'est possible. Alors, effectivement, on le fait déjà comme ça. Mais bon, je pense qu'on n'est pas dans les clous. On n'est pas dans les clous. On va y revenir après, parce qu'on va là on a parlé des organisations en fait, et on va parler maintenant de la technologie. Et d'abord on va aller vers la Suède. Christina Groth. So we have been talking about what's going on in France right now, about telemedicine and tele-expertise and so on. So what's your take on that? What is the situation right now in Sweden? Globalement, pour traduire, qu'est-ce qui se passe en Suède? Okay. Is it on? No. So, no, you can hear me.
I will respond to one case, addressing what you were talking about, and one to what you were talking about. Donc je vais répondre à ce que vous avez dit et ce que vous avez dit aussi. So one is where we actually can guide from Karolinska, a local On peut hospital, guider depuis Karolinska to, avec un hôpital. to conduct interventions in the bile ducts. On peut mener des interventions dans l'abdomen. So the surgeon at Karolinska actually Les chirurgiens à Karolinska looks at the endoscopy video and the X-ray images donc regarde les résultats des endoscopies et les rayons X that is sent from the local hospital qui to sont envoyés Karolinska. par in real l'hôpital time. local, donc en temps réel. And he can guide the Et local il peut surgeon guider le chirurgien local in how he should advance the procedure. pour exécuter l'opération. And this has proved to be very well working. Et ça a été prouvé très efficace. The patients doesn't need to Le come to patient n'a us. pas besoin de revenir. They can stay at the local hospital. Ils peuvent rester à l'hôpital local. And very importantly, the Et ce qui est knowledge très important, c'est que la connaissance at the local hospital de is l'hôpital local raised. So they est become, augmentée. Donc they learn more about these ils procedures. apprennent un peu plus sur ces The procédures. competence is rising. Donc les compétences sont développées. So, This is about making expertise available no matter where you are in Sweden. yes, This is what you're talking exactly. about. Exactly. We don't do this in production yet, it's still a project. Donc c'est toujours un projet, on ne fait pas ça tous les jours. But we have done it with other hospitals in On l'a déjà Sweden fait avec d'autres hôpitaux. at several times, and there is publications as well. Et plusieurs fois, il y a déjà des publications qui prouvent l'efficacité de ce système. And then you were talking, you both were talking about cardiac Et and monitoring vous parlez patients de cardiaque et de surveillance des patients. at a distance, and I think you are ahead of us. Et je pense que vous êtes en avance sur nous. We monitor patients with On implants, surveille déjà des patients avec des implants, but it's very mais fragmentized. c'est très fragmenté. We are working with getting more structured monitoring of On patients. travaille à trouver plus de structure dans le suivi des patients. And what we find, what is making it difficult Et ce qui rend la chose difficile, is understanding which c'est de patients comprendre quel patient do need to be monitored, a besoin d'être surveillé, how they need to be monitored, comment and in what situations they et dans need to be quelles monitored. situations ils ont besoin d'être surveillés. Because we don't have money to monitor On everyone. n'a pas l'argent nécessaire pour la surveillance de tous les patients. And we need to collaborate over organizational borders. Et on a besoin de collaborer au-delà des frontières organisationnelles. We have primary care that actually have home care teams, On a les soins primaires qui dispensent déjà des soins à domicile and we have the specialized care in the hospitals et that les need soins to look at the spécialisés patients. dans l'hôpital qui regardent le patient. What would you say, according to what we're talking about? Would you say that you're different as France, you're far ahead, you're far behind? What would you say? Est-ce que vous êtes en avance ou en retard par rapport à la France? We've been working with telemedicine since 2004, Donc on travaille avec la télémédecine depuis 2004. and the reason why we started then was because we wanted to concentrate highly specialized care. Et on a commencé parce qu'on voulait concentrer les soins hautement spécialisés. Advanced diseases in the upper part of the abdomen, cancer diseases, Des maladies du... liver, pancreas, and esophagus diseases. Donc les maladies de la partie supérieure de l'abdomen, donc le pancréas, le foie. Because the region is small, and we can't do that at all La hospitals. région est très petite et on ne peut pas faire ça dans tous les hôpitaux. But the patient is living out in the region, Mais le patient vit dans la région, so the local hospitals must participate. So it's a collaboration. donc les hôpitaux locaux doivent participer. C'est vraiment une sorte de collaboration. And then we invested in video infrastructure. Ensuite, on a investi dans des infrastructures vidéo. And I think that has made us come quite far actually, Et je pense que du coup, on est assez en avance. because it's a stable base to build the telemedicine up on, even though
technology is usually the easiest part. Parce que c'est vraiment une bonne base pour construire l'entretien vidéo, et la télémédecine est vraiment une bonne base. But we still need a good infrastructure to stand on. Mais on a toujours besoin d'une bonne infrastructure sur laquelle se poser. Ok, thank you. Et alors, allez-y, la Polynésie veut réagir à nouveau. La Polynésie veut toujours réagir. La Polynésie veut faire entendre sur deux points, en fait. Le premier concerne le coût. Alors on dit oui, il faut des sous pour. Alors c'est vrai, il faut des sous pour investir dans quelque chose, mais au final, quand on regarde, le fait d'avoir une action proactive, une action de télésanté, on va dire proactive, ça fait économiser, c'est ça fait économiser énormément. C'est-à-dire que les patients, au lieu d'aller voir le cardiologue pour une décompensation régulièrement, des hospitalisations qui sont longues, et si on détecte plus tôt, si on fait intervenir le cardiologue à distance beaucoup plus rapidement, si on adapte plus rapidement le traitement, on évite des hospitalisations, on évite des transports qui sont longs. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais le problème est toujours le même. La difficulté, c'est de démontrer des économies, donc de démontrer ce qu'on n'a pas dépensé en fait. Toujours, pour faire avancer les projets, hein, c'est toujours ça la difficulté. C'est plus compliqué. Alors avant de passer à la partie technique et justement qu'est-ce qu'il faut faire sur le territoire techniquement maintenant pour avancer, j'ai une dernière question à vous poser à propos des organisations, parce qu'en préparant le débat, vous m'avez dit bon, tout ça c'est bien, mais il y a quand même des habitudes à changer, et le fait de pouvoir se parler, c'est-à-dire que les médecins, nous, on a l'habitude de décrocher le téléphone, de se parler, et donc avec la télémédecine, il va falloir commencer à apprendre à travailler avec des plateformes et à travailler autrement. C'est un problème de changement d'habitude, ça, non? Non, pas du tout, parce que la télémédecine avec un médecin en face, ça se passe par Skype. Donc non seulement vous lui parlez, mais en plus vous le voyez. Non, mais de médecin à médecin, après, quand vous allez faire du télé. Mais c'est de médecin à médecin. C'est-à-dire, la téléexpertise, il y a le médecin avec son patient, et il demande un avis spécialisé. Comme Madame l'a dit, ça évite beaucoup de déplacements inutiles. Parce que, par exemple, on nous appelle et on nous montre une fracture. Qu'est-ce que je dois faire? On lui dit, bon, écoutez, elle n'est pas déplacée, vous pouvez le plâtrer, il peut rester à Gap ou à Manosque, c'est pas la peine qu'il vienne jusque-là. Ensuite, la téléconsultation dans le suivi post-opératoire demande essentiellement un apprentissage de la part du patient. Parce que tout le monde a un smartphone, et avec un smartphone, ça peut marcher. Il peut y avoir des problèmes de connexion dans des zones très reculées, mais il faut simplement apprendre comment se connecter sur la plateforme, et après on est en relation directe avec le patient. Donc ça ne demande pas d'investissement de la part du patient en particulier, parce que c'est un téléphone ou un ordinateur. Ensuite, moi je travaille dans le secteur privé, et l'établissement de santé dans lequel je travaille a décidé de prendre en charge le financement nécessaire à la mise en place de la télémédecine, parce qu'ils ont pensé que c'était une idée qui était pertinente et que ça allait dans le sens de l'évolution. Voilà. Donc, le coût a été supporté par l'établissement public. Après, il y a un problème de rémunération des praticiens. Personnellement, ce n'est pas du tout mon problème, mais c'est vrai que s'il y a une tarification de la part de la sécurité sociale, mais ça rend tellement de services en diminuant les transports pour les patients, en diminuant les délais d'attente, en diminuant l'utilisation de la voiture. Alors, les gens qui économisent, c'est surtout la société, en général. C'est pas les individus. Pour les individus, c'est simple, hein, parce que tout se fait par télétransmission. Donc quand on a validé la téléconsultation, tout passe par la sécurité sociale. Il y a des tarifs qui sont... voilà. Je pense que c'est surtout un problème d'amélioration des pratiques, de permettre à des spécialistes de se mettre à la disposition d'urgentistes, de médecins spécialistes et de patients, et de se rapprocher des gens qui sont isolés et éloignés. Voilà. Alors pas pour n'importe quoi, et c'est vrai qu'il faut le cibler. Nous, on a une activité qui nous le permet. Je pense que c'est très bien développé dans la cardiologie, ça peut se développer ici dans l'ophtalmo.
et dans la surveillance d'un certain nombre de pathologies. Je pense que c'est très intéressant dans la surveillance parce que avoir un flux vidéo, avoir la possibilité de transmettre de manière sécurisée tout le dossier médical du patient, c'est un plus. C'est un plus incontestable. Par voie dématérialisée, ça évite les impressions, les rédactions d'ordonnances, l'impression du papier, etc. Voilà. Alors, je vous rappelle le thème de la table ronde qui était vers un nouvel aménagement du territoire pour l'accès aux soins. On a parlé des organisations parce que c'est la première brique, c'est la première pierre, pas d'organisation, pas d'aménagement, enfin, on ne sait pas comment aménager le territoire. Maintenant, on va parler de la technique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ça, ça se mette à fonctionner correctement, d'une manière généralisée? Est-ce que, alors je vais vous donner des idées pêle-mêle et puis après vous allez réagir. Est-ce que le développement de la 5G va être un bond avec les objets connectés, les transmissions beaucoup plus faciles? Est-ce que, vous avez parlé des ambulances et des temps de transport qui sont un problème, est-ce qu'il faut équiper les ambulances de mini-scanners? Est-ce qu'il faut les équiper d'échographes portables? Est-ce que tout ça va être utile? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau technique, au niveau de l'aménagement du territoire pour que tout ça se mette à mieux fonctionner et surtout à fonctionner d'une manière beaucoup plus générale? Qui veut répondre? Je vais intervenir très rapidement. Je pense que le territoire il est équipé de la fibre avec des réseaux, avec Internet. Bon, je pense que ce qu'il faut, c'est quand même de la disponibilité de la part des médecins spécialistes et un temps de réponse qui soit très court. Donc il faut être disponible. Il faut être disponible et attentif. C'est-à-dire qu'il faut consacrer des plages horaires à cette activité. Voilà. Donc selon vous, ce n'est pas un problème technique, c'est plus un problème organisationnel. Dans l'expérience que nous on va se avons, pencher après. dans l'expérience que nous avons, on a pu faire des téléconsultations de gens qui étaient à Manosque, à Gap, à Los Angeles, à Cadix. C'est pas un problème. Le problème, c'est d'avoir le médecin en face. Alors voilà, des fois, il y a des vallées reculées de Dubaï où ça passe pas. Bon, ça c'est vrai que, mais ça reste vraiment très minoritaire dans notre expérience. Alors, j'entends dans la salle, je suis pas d'accord. Donc il y a des gens qui sont pas d'accord. Allez-y. Alors moi, je suis pour le coup d'accord avec monsieur. Moi, je vois pas les moyens de communication comme limite au développement de la télémédecine. Je pense que le réseau de communication il est déjà établi, tout va relativement vite. Et c'est vrai qu'il faut avoir du temps médical. La télémédecine, ça se fait pas, ça se fait avec les patients. Ça se fait avec les moyens de communication et ça se fait avec les médecins. Et il faut avoir du temps médical. Le temps médical, pour en trouver, c'est compliqué. Peut-être qu'une idée, c'est ce qu'on va appliquer. C'est les protocoles de coopération qui permettent la délégation de tâches les plus simples, des tâches protocolisées par des infirmières qui sont formées, donc encadrées par des protocoles avec l'adhésion du patient. Et ça permettra, je pense, aux médecins de se libérer de tâches médicales qui sont chronophages et qui ne demandent pas forcément une expertise médicale de haut niveau. Ça doit vous plaire, ça, Lucienne, ce qu'on entend. Et après, je vous donne la parole, M. Spack. Évidemment, j'adhère complètement au protocole de coopération et à la délégation et au transfert de compétences ou à la délégation de tâches. Par contre, je pense que je vais rebondir un petit peu sur apparemment les gens qui ne sont pas d'accord. Nous, les libéraux, on est au domicile des gens et quand on a besoin d'avoir un avis, même avec un smartphone, on en a un, mais on n'a pas forcément la couverture 4G. Et malheureusement, il reste, alors chez nous très peu dans notre région, il faut être honnête, mais il nous reste encore quand même des endroits où la couverture GSM ne permet pas d'avoir cette couverture-là et d'avoir ces connexions-là. Alors après, on ne peut pas le reprocher, je pense aux politiques, mais il va falloir que les opérateurs, tous les opérateurs, essayent de couvrir les régions qui restent blanches et qui posent problème. Et dans ces régions blanches, je vais en citer une toute simple. Vous allez dans le golfe de Saint-Tropez, pourtant il y a beaucoup de monde. Et ben, vous avez la moitié du chemin sur lequel vous n'avez pas de couverture GSM. C'est quand même un petit peu dommage. Il y a des gens qui vivent. Alors c'est sûr qu'ils ne sont pas nombreux, mais je pense que c'est pas la loi du nombre là qu'il faut qu'ils jouent, c'est autre chose. Docteur Spack.
Oui, alors plusieurs choses. Donc la technologie n'empêche pas de faire l'absence de technologie, pardon, n'empêche pas de faire de la télémédecine. Alors la technologie l'améliore, ça c'est sûr, mais on a fait de la télémédecine dans des zones où on n'avait même pas le téléphone du tout. C'est-à-dire même pas, je parle même pas de la couverture GSM, il n'y a pas de téléphonie du tout. On passait par la radio onde courte. Donc la télémédecine et la télésanté d'une façon générale n'empêchent pas ça. Et effectivement, la télésanté, c'est d'abord d'avoir du protocole collaboratif. Alors, en dehors de l'urgence, mais même dans l'urgence, le fait de collaborer entre nous, entre spécialistes généralistes, entre généralistes et infirmiers, permet, en mettant des procédures, en mettant des protocoles, permet tout un tas de prises en charge télémédicales dans le sens où le médecin n'est pas présent aux côtés du patient au moment où il prend une décision, mais le fait de mettre un protocole, c'est une décision médicale qui est prise à distance du patient. Oui, allez-y. Parce que c'est vrai que je suis infirmière libérale sur le secteur de salarié. Donc j'ai déjà l'habitude de communiquer via texto, WhatsApp, photo, avec des médecins généralistes ou des spécialistes. Mais la difficulté qui peut se poser au niveau technique, c'est la traçabilité. Si il n'y a pas des applications ou des dossiers partagés, organisés dans toutes les spécialités et pour tous les cas de parcours de patients. Et comme actuellement on nous demande quand même de tracer, de tout tracer, c'est ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un embryon d'outil quelque part, quelqu'un qui détiendrait un embryon d'application qui serait malléable pour partager. Alors on parle du DMP, mais on n'est pas dans le DMP, mais c'est ça en fait. Je pense que vous allez avoir votre réponse un petit peu plus tard dans la journée, mais on peut déjà quand même répondre à votre question. Allez-y. Mais vous aurez plus d'éléments, je pense, plus tard dans la journée. Alors c'est très simple d'envoyer un message, de passer par WhatsApp et d'envoyer une photo sur le téléphone. Mais exactement, voilà. J'allais répondre. Quand vous passez par la télémédecine, c'est sur une plateforme où tout est tracé. L'horaire, la photo, la radio, et tout est tracé, parce qu'il y a une validation. C'est quand même, il faut changer un peu nos habitudes, parce que ça passe par mail et par Skype, il faut se mettre sur la plateforme, et c'est plus compliqué que de téléphoner. Voilà. C'est un peu plus compliqué, ça demande une manipulation de plus. Mais dans ces conditions, tout est tracé dans le dossier, y compris votre appel, votre nom. Il faut que vous soyez intégré sur la plateforme, et c'est quand même une sécurité parce que ça laisse un dossier partagé qui est complet. Mais la contrainte, c'est de passer par la plateforme et par un flux internet sécurisé, je répète. Parce que je pense que la responsabilité médicale peut quand même être engagée dans certains cas si on ne sait pas ce qui peut se passer, mais c'est pas sécurisé. Regardez ce qui se passe sur les plateformes de partage comme Facebook, il peut y avoir des piratages. Alors, il n'y a pas, si on opère au droit du pétrole, je pense qu'il faut être très prudent sur la messagerie qu'on va envoyer. Je dis au droit du pétrole, c'est n'importe quoi. Mais non, mais je pense qu'il y a quand même une notion fondamentale, c'est le secret médical. Et ce secret médical, il doit rester il doit rester confidentiel pour des pathologies. Donc il peut y avoir, prenez l'exemple d'un patient qui est en conflit avec sa famille, si jamais on lui vole son portable et qu'on lui prend ses photos, bon, voilà, j'imagine. Non mais ces aspects donnés et juridiques sont très importants, et d'ailleurs cet après-midi à 14h, 14h45, on va parler de cet aspect, les données de santé, et il y aura un avocat d'ailleurs qui sera là et qui va pouvoir nous éclairer juridiquement sur le problème des données de santé. Luciane, allez-y. Oui, alors en libéral, là vous parlez de la relation entre la ville et l'hôpital. Maintenant, quand on est ville-ville, il y a les communautés professionnelles, je suis désolée de revenir dessus, mais ces communautés professionnelles vont mettre en place des systèmes sécurisés d'ici à la fin de l'année, donc là maintenant on est quand même au bout, et qui vont permettre de pouvoir avoir ces transmissions qui vont être non seulement ciblées entre les deux professionnels, mais en plus qui vont être du coup complètement sécurisées
et on va pouvoir les garder et tracer. Donc voilà, là il faut être un peu patient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on passe du Moyen-Âge au XXIe siècle, la marche elle est très grosse et donc on ne peut pas la franchir en 1 mois et demi ou 2 mois, c'est juste pas possible. Est-ce qu'au niveau technique, on ne va pas justement avoir un problème parce qu'on va assister à une multiplicité de plateformes? Comment les plateformes vont se parler? Comment tout ça va se parler avec le DMP? Est-ce qu'on ne va pas avoir un problème de standardisation? On doit opiner du chef. Vous voulez répondre? Non. Le principe des logiciels aujourd'hui, enfin au moins pour la ville, c'est qu'ils soient tous interopérables, en particulier avec le DMP. Je crois qu'aujourd'hui, essayer de penser à un logiciel qui ne corresponde pas avec les logiciels qu'ont les médecins au sein de leur cabinet, avec les logiciels qu'ont les kinés, avec les logiciels, avec éventuellement le dossier pharmaceutique, c'est pas envisageable, quoi. Voilà. Christina, when we talk about telemedicine, is it more about having a strategy or is it more about having a technical tool? It's definitely more of a strategy. Mais c'est bien plus qu'une stratégie. And I think that also, I mean, you were talking about access to data when you're out at the patients. Donc vous parliez de l'accès aux données. And I think this is the kind of infrastructure that telemedicine is not just telemedicine. Donc la télémédecine, c'est une infrastructure à part entière, c'est pas juste la télémédecine. It's part of the whole digital infrastructure, information structure. Ça fait partie vraiment d'une infrastructure digitale et d'information. So different solutions for example, heart failure or Parkinson's disease. Donc des solutions différentes pour, par exemple, des maladies cardiaques ou la maladie de Parkinson. They work fine in pipes, but they need to work within the whole healthcare system. Donc ça fonctionne bien en tuyau, donc spécialisé. Vertical. Mais il faut que ce soit rassemblé, que ça puisse se coordonner dans tout un système. So I think this is the big challenge, to focus on the ecosystem and that it needs to work and not on the pipes. Donc le plus gros challenge, c'est vraiment de se concentrer sur cet écosystème et pas sur ce système vertical. J'ai une question à vous poser les uns les autres. Donc, vous c'est la main, vous c'est le cœur, vous c'est le territoire. Voilà. Bon, est-ce que vous avez éprouvé, est-ce que vous sentez que vous avez une certaine liberté d'expérimentation? Parce qu'en fait tout ça, il faut l'inventer. Ou est-ce qu'au contraire, il faut se battre, c'est lourd, c'est compliqué de faire avancer ces différents projets que vous portez? Chaque fois qu'on change ses habitudes, c'est un effort. Donc il faut changer ses habitudes et il faut... Si on est persuadé que c'est pour une amélioration de la santé de nos concitoyens et une facilitation, je pense qu'il faut faire l'effort. Après, je pense que ce qui nous guette, c'est la disponibilité du temps pour modifier nos emplois du temps. Et je suis personnellement très attentif aux problèmes juridiques qui concernent la relation privilégiée entre le médecin et le patient. La consultation médicale, c'est un acte vraiment préservé, intime. Il ne faut pas que ce soit diffusé. Personnellement, je me fais un peu de soucis sur l'extension de la demande du public pour avoir un médecin en ligne, qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu. Voilà. Là, je pense que, enfin, je ne veux pas être rétrograde, mais j'ai peur qu'il y ait des dérives si ce n'est pas bien encadré. Quel genre de dérive? Pardon? Quel genre de dérive? Des dérives, je ne sais pas, parce que vous pouvez commander votre plateau de sushi par Internet, et si vous pouvez commander une consultation médicale par Internet aussi facilement, je ne sais pas si ça va rendre le même service et le même type de service. Parce qu'il y a quand même une relation interpersonnelle qui est évidente entre un médecin et un patient pour une première consultation. Ce que j'entends derrière ça, c'est vous pensez qu'aujourd'hui on a une relation très attachée et très privilégiée avec son médecin. Vous pensez que demain on pourrait avoir une relation plus consumériste, je choisis ce médecin, puis non, il ne me plaît pas, j'en prends un autre. C'est ça un peu ou je ne comprends pas bien vos craintes? Je pense que quand on fait médecine, c'est pour s'occuper d'un certain nombre de patients. Une fois qu'on les a suivis, on peut faire des consultations de suivi
relativement espacé avec d'autres moyens. Mais je pense que la base, c'est quand même la rencontre entre un patient et un médecin. C'est mon point de vue. Et si on peut, sur Internet, demander une consultation médicale comme ça, avec un clic, même si on le voit, je pense que ça va être une modification considérable de l'activité médicale, qui personnellement, à moi, en tant que médecin, ne me conviendrait pas. Et comme j'ai fini ma carrière, je laisse ça à mes successeurs. Alors justement, qu'est-ce qu'ils en pensent, les successeurs? Alors, déjà, nous, notre programme, je vais rebondir sur le dernier point abordé. En fait, on a pas seulement, étant donné qu'on fait de la télésurveillance, on a développé l'expertise de la téléconsultation. En fait, on a un rôle d'échange d'informations entre le patient et son personnel soignant. Donc, on va informer en première ligne le cardiologue traitant et le médecin généraliste. Donc ça ne va pas être justement ce problème de société de consommation où on va pouvoir voir des médecins en ligne. Non, en fait, on va réadresser l'information juste, filtrée, après l'avoir validée au médecin cardiologue pour qu'il agisse en amont. Donc ça, c'était toujours le premier point. Après, sur le point du développement et de la difficulté, c'est vrai que toujours, on parle de temps médical, mais c'est essentiel. C'est vrai que nous, on a eu à l'hôpital public beaucoup de difficultés à créer 2 postes de médecins temps plein, plus 4 postes d'infirmières temps plein pour ce programme. Donc on est allé chercher des financements à l'ARS, à la région, qui nous ont beaucoup aidés pour nous lancer pour cette première année, parce que c'est vrai que quand on arrive avec déjà un plan économique, nous médecins, on n'a pas l'habitude de faire ça dans notre pratique, on est obligé à cette tâche. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on dit à la direction qu'on va diminuer les hospitalisations, réduire la durée des hospitalisations, c'est vrai qu'on a quelques hésitations pour la validation de programme comme ça, mais nous on y croyait également, on pense que c'est l'avenir et finalement... Et vous l'avez quantifié alors derrière? Oui, on a quantifié en termes de... Mais en amont, vous l'avez quantifié pour présenter le projet, mais maintenant... Ah là, ben oui, on va être c'est pas nous qui allons nous quantifier, c'est la direction qui va nous évaluer sur le plan médico-économique si le projet est rentable. On n'a pas trop de doute sur ça, parce qu'on a une grosse file active de patients sur un cardiaque. Donc on parlait de... Madame Christine Grosse parlait de tumeurs du pancréas et de choses comme ça. Les tumeurs du pancréas en France, c'est 2000 interventions, cancer du pancréas, par an. Nous, on a 2400 patients sur un cardiaque à la PHM en file active. Sur l'année 2018, ça veut dire que même si on en inclut que 1 sur 2, ça nous fait déjà 1000 patients en télésuivi. Donc le financement de ces 1000 patients, de télésurveillance de ces 1000 patients, ça équilibre largement la balance des postes infirmiers. Vous vouliez réagir, allez-y. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'il va y avoir un changement, alors un petit décalage à chaque fois en quelque sorte. Et aujourd'hui, vu la problématique de désertification médicale d'une façon générale, il faut replacer, je rebondis sur ce que vous disiez, la relation est, vue du patient, il me semble que maintenant ce qui va être important, c'est son infirmier. C'est l'infirmier qui va être le principal interlocuteur du patient aujourd'hui. Et le médecin va intervenir en tant qu'expert vis-à-vis de l'infirmier, le médecin généraliste qui va prendre en charge la santé primaire avec l'infirmier de la population. Et après ça, effectivement, il y a les médecins spécialistes derrière, en une couche ou 2 couches de spécialistes. Mais si on développe à travers des procédures collaboratives de ce type de relation, effectivement, il va y avoir un petit relâchement de la relation médecin-patient. Parce qu'il va être beaucoup plus interpassé, me semble-t-il, par l'infirmier. Ça, c'est un premier point, et vous parliez de temps l'un et l'autre. Et donc, il y a une chose qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on veut tout gérer là, maintenant, tout de suite, et que la télémédecine, c'est pas que de la télémédecine synchrone, il peut y avoir aussi des démarches de télémédecine asynchrone. C'est le cas d'un protocole. Faire un protocole, c'est faire de la télémédecine asynchrone. Et il y a beaucoup de situations où, en fait, on n'a pas besoin de réponse là, maintenant, tout de suite.
On a besoin d'une réponse, mais cette réponse, elle peut être donnée dans la journée, elle peut être donnée parfois dans certaines situations, dans la semaine, et donc ça permet aussi d'avoir une gestion un petit peu différente du temps des uns et des autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté très largement dans le service, avec les situations urgentes, les situations synchrones et les situations asynchrones qui permettent d'économiser du temps médical, en fait, quelque part, d'organiser mieux le temps médical. Alors, il y a un maillon qu'on n'a pas du tout évoqué jusqu'à présent. On parle souvent de déserts médicaux. En France, il y a des déserts médicaux, il n'y a pas de désert pharmaceutique. Et quand vous disiez l'interface, ça va souvent être l'infirmière, il y a aussi souvent des gens qui n'ont pas bien compris ce que le médecin disait, qui n'ont pas bien compris ce que l'infirmière disait, et qui demandent à leur pharmacien des éclaircissements. Alors, est-ce que les pharmaciens, ils ont une place, un rôle à jouer dans le déploiement de cette nouvelle organisation de la chaîne de soins sur le territoire? Parce que je ne les ai pas du tout entendus. Qui veut répondre à ça? Est-ce qu'ils jouent un rôle, par exemple, à Tahiti, en Polynésie Donc, sur l'archipel, il y a une seule pharmacie, donc, qui est à plusieurs jours de bateau. Donc c'est un mauvais exemple. Voilà. Donc, alors le pharmacien a un rôle, parce qu'il a un rôle logistique, là, en l'occurrence. Ouais. C'est-à-dire que le pharmacien, on lui envoie une ordonnance, et puis il doit se débrouiller pour faire parvenir le traitement de son officine à l'île sur laquelle est le patient. Et le représentant, encore une fois, le représentant du pharmacien auprès du patient, c'est le soignant, c'est-à-dire c'est l'infirmier. C'est encore l'infirmier qui est là pour faire l'interface entre le pharmacien et le patient. Donc c'est un métier, le métier d'avenir, c'est le métier d'infirmier, incontestablement. Incontestablement, pas les pharmaciens. Bon. Alors qui veut répondre? Donc dans notre programme, nous on intègre les pharmacies, hein, puisque notre porteur de fournisseur de solutions techniques permet le recueil de toutes les modifications thérapeutiques qui sont enregistrées par la pharmacie, de la même façon que les laboratoires de biologie, de la même façon que les maisons de convalescence, les SSR. Donc tout ça est mis sur un dossier patient, le second dossier patient informatisé qui va être fusionné avec celui qu'on a à la PHN, et tout ça, toutes ces données sont accessibles. Je pense que le mot-clé, c'est le mot réseau. Si on met le patient au centre du processus, la technologie doit nous permettre d'améliorer la fluidité du réseau qui va se préoccuper de la santé du patient. Infirmiers, kinés, pharmaciens, médecins et spécialistes. Donc il me paraît, je pense que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est de mettre les gens au réseau pour améliorer l'accessibilité du patient, qui peut être isolé ou qui peut être... Parce qu'il peut y avoir aussi des déserts médicaux en centre-ville. Hein. C'est pas simplement dans la campagne. Donc je pense que le mot-clé, c'est réseau. Et si la technologie peut nous aider, c'est à développer le réseau de personnes compétentes qui vont travailler au service du patient et pour sa santé. Alors on arrive bientôt, là, dans une dizaine de minutes, à la fin de cette première table ronde. Je vais vous demander à chacun, finalement, de prendre la parole et de conclure, d'apporter votre conclusion en fonction de votre expérience, de votre métier, sur ce que doit être ce nouvel aménagement du territoire pour l'accès aux soins, puisque c'était le thème de cette conférence. Qui veut y aller en premier pour cette conclusion? La Polynésie, hein, puisque vous avez beaucoup parlé, allez, c'est un peu... Oui, c'est juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, c'est le réseau qui va compter pour l'avenir, me semble-t-il. C'est le réseau en repensant vraiment les compétences des uns et des autres au sein de ce réseau et en ne restant pas bloqué sur un existant. C'est en s'ouvrant vers jusqu'où on peut aller en fait dans ce réseau, jusqu'où on peut aller dans la collaboration avec les uns avec les autres. C'est comment peut-on améliorer au sein de ce réseau les démarches collaboratives, et effectivement le numérique il peut être là pour mettre de la sécurité et pour mettre de la structuration, hein, à cette collaboration interprofessionnelle pour, comme ça vient d'être si justement dit, pour le patient. C'est-à-dire que
préoccupation, c'est d'abord la population, l'usager, on va dire d'une façon générale, et le patient quand cet usager est malade. Alors pendant que chacun réfléchit à son petit tour de conclusion, je vous demande aussi de réfléchir à vos questions, parce que ce n'est pas simplement un débat entre experts. Vous êtes aussi des experts, vous vivez aussi tous les jours la réalité ou la non-réalité de la télémédecine sur le terrain. Donc chacun y va de sa petite conclusion, mais ensuite on va attaquer le dialogue avec la salle. Donc réfléchissez à vos questions. Okay, I summarize by adding a topic that I think is very important. En résumé, je vais juste ajouter une chose qui me semble très importante. And we shouldn't forget the needs, and that we need to base what we develop on the needs of the patient and on healthcare. On ne devrait pas oublier les besoins qu'on a. Et avant tout, il faut baser cette technologie sur les besoins du patient et son bien-être. I think this is very important because otherwise we risk ending up with systems that might not be working in the way that it meets the requirements. Sinon, on risque de se retrouver avec des plateformes qui ne fonctionnent pas en fonction des besoins sur lesquels on les a basés. And also that it's based on how we need to work with healthcare, not on the technology. The technology is a tool to achieve how we want to work with network care, because network is very important. Donc la technologie n'est qu'un outil, et le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur le réseau, encore une fois. Je pense que tout a été dit là, à ce niveau-là. Il faut se concentrer, il faut remettre le patient au cœur du soin, ça c'est sûr. Il faut que chacun des professionnels, au moins à la ville... Pourquoi vous dites qu'il faut le remettre? Vous avez l'impression qu'il n'était pas mis au cœur des patients? On en parle finalement peu, même ce matin, on a parlé beaucoup de technologie, on a parlé beaucoup des professionnels, mais on n'a pas parlé beaucoup finalement des patients. Et le patient, il est au cœur du soin et c'est lui qui est en demande, et c'est à cette demande-là qu'il faut être capable de répondre, avec aujourd'hui des budgets qui sont beaucoup plus contraints qu'ils ne l'étaient il y a quelques années en arrière. Donc remettre le patient au cœur des soins avec des professionnels autour qui vont rendre beaucoup plus visible ce qu'ils font déjà de façon tout à fait informelle. C'est-à-dire que les médecins, avec les infirmières, avec les kinés, avec les sages-femmes, qu'on n'a pas cité non plus, avec les biologistes, on est en relation permanente et constante, et quand il y a un souci, bien sûr qu'ils sont pris en charge, et heureusement. Et la technologie, elle va simplement apporter de la fluidité à tout ça, et elle va probablement aussi libérer du temps pour les médecins, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, donc on ne peut pas, il y a un moment, ils ne peuvent plus faire non plus. Et puis aussi peut-être pour les autres professionnels de santé qui sont quand même un petit peu débordés aussi encore. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les infirmières elles ont du temps à donner aux médecins aujourd'hui? Elles le prennent. Elles le prennent, mais c'est vrai que beaucoup de cabinets aujourd'hui sont quand même... on commence à refuser un certain nombre de patients parce que c'est plus possible. Voilà. Avec un maillage qui est quand même beaucoup plus important, un des plus importants pour les professionnels de santé. Et heureusement parce que ça maintient quand même un accès aux soins qui est relativement confortable sur tout le territoire. Donc pour continuer sur le patient, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé. La télémédecine, c'est un rôle aussi majeur dans l'implication du patient dans sa pathologie. Le patient il devient acteur de sa santé. Et ça, c'est vraiment très important pour tout ce qui est l'observance thérapeutique, tout ce qui est les règles d'hygiène de vie qu'on peut avoir quand on a une maladie chronique. Ça rassure le patient d'avoir cette connexion en permanence avec son équipe soignante, non seulement son médecin de proximité, son cardiologue de proximité, mais également son équipe de télésurveillance. Donc ça c'est un atout, à mon avis, majeur de la télésurveillance, dans le sens où le patient va vraiment être rassuré quand il y a une maladie chronique avec un pronostic qui est parfois pas bon, mais ça le rassure d'avoir son équipe médicale, parfois son objet connecté au domicile, c'est-à-dire vers son équipe soignante. Ça rassure, mais excusez-moi, je reviens 3 secondes sur le patient. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que les gens sont globalement extrêmement satisfaits? Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à s'approprier les outils parce que
On parlait des smartphones tout à l'heure, c'est vrai que tout le monde a des smartphones, mais tout le monde ne s'en sert pas de la même manière. Il y en a qui s'en servent très bien, il y en a qui sont complètement paumés avec leur smartphone. Donc est-ce qu'il y a finalement plusieurs types de patients? Le patient qui est content parce qu'il est plus patient justement, il est acteur, et il reçoit des choses et il interagit avec vous, et celui-là il trouve ça formidable. Et est-ce qu'il y a au contraire le gars qui se dit moi je suis encore plus paumé qu'avant, et finalement on m'a donné, on me dit que je vais pouvoir interagir avec mon smartphone, mais je ne sais pas, et ça les insécurise au lieu de les sécuriser. Est-ce qu'il y a ces deux types de patients ou pas du tout? Alors, la grande majorité des patients, ils sont satisfaits d'avoir un objet connecté. Ça instaure une certaine routine dans leur journée de communiquer via un objet connecté avec leur équipe SAMA. Donc ça, c'est quand même un point fort. Après, bien sûr, il y a des patients qui sont, ça c'est une généralité, qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Il y a des patients qui refusent tout simplement d'être équipés, parce qu'ils jugent que c'est une intrusion à leur domicile. Il y a une typologie de patients ou pas du tout, qui refuse ou qui a du mal avec le télésuivi C'est les patients qui sont généralement difficiles à gérer de façon chronique. Il y a des patients qui sont, chacun nos patients, qui sont difficiles à gérer, qui discutent parfois les traitements, qui essaient toujours de négocier les posologies des médicaments, ça arrive tous les jours. Donc ces patients, c'est sûr que ce n'est pas les bons candidats. En tout cas, c'est des patients pour lesquels on sait que l'intégration à un programme comme ça risque d'être difficile, et l'observance risque d'être difficile sur le long terme. Donc ça, c'est une catégorie de patients, mais c'est une minorité. La plupart, comme je vous l'ai dit, accueillent très favorablement l'outil. Et c'est des patients qui s'intéressent à leur maladie, qui la comprennent, qui connaissent les petits moyens qu'ils ont d'être en meilleure santé, avoir une activité physique, avoir un régime équilibré. Tout ça, c'est important quand on a une maladie chronique, et ça leur rappelle que, certes qu'ils sont malades, mais qu'ils peuvent eux-mêmes éviter une hospitalisation, éviter des séjours vers les urgences. Et puis ils peuvent mesurer l'amélioration quand on a ça. Il y a un côté incitatif, un côté ludique aussi, ou pas? Nous, on interagit beaucoup avec nos patients. On a un transfert d'informations qui n'est pas uniquement du patient vers le médecin, mais qui est bidirectionnel, puisqu'on demande à nos infirmières de contacter les patients de façon régulière pour leur dire qu'ils ont une bonne observance, par exemple, de leur prise de poids corporel, que tout va bien, pour les rassurer. Ça, c'est important. On a jugé ça important d'avoir cette interaction avec les infirmières qui d'ailleurs connaissent, qui l'ont vu en hospitalisation, qui le voient en consultation. Donc avoir un lien vraiment fort entre l'infirmière qui fait la télésurveillance et le patient. Et comme je vous l'ai dit, qu'il envoie des informations quand tout va bien, qu'il les appelle quand ça va moins bien, mais surtout qu'il les rassure de façon régulière. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur l'importance que le patient devienne acteur de sa pathologie. Je pense que les nouvelles technologies doivent nous permettre d'utiliser au mieux un réseau qui va se constituer autour du patient. Et l'écueil de la nouvelle technologie, c'est que ça élimine la proximité. Donc il faut absolument que dans ce réseau, il y ait différents partenaires avec des échanges de compétences. Et il faut que le partenaire qui est le plus proche du patient soit en quelque sorte le référent auprès du patient pour le surveiller. Je voudrais terminer mon intervention sur un mot qui me paraît très important, c'est la prévention. La prévention primaire, c'est de l'information, mais ce que tu disais tout à l'heure, la prévention secondaire et tertiaire, c'est éviter que les pathologies aient des complications qui soient encore plus graves parce qu'elles n'ont pas été prises à temps. Donc éviter une aggravation de la pathologie. Et ça passe par des conseils hygiéno-diététiques, des conseils de vie saine, et aussi par une alerte la plus précoce possible sur un risque de décompensation dans des pathologies chroniques. Donc, de mon point de vue, il faut absolument collaborer avec le personnel médical et paramédical qui est le plus proche du patient, pharmacien, infirmière, kiné, etc. Et que ce réseau nous permette d'utiliser un outil qui permette aux professionnels de communiquer entre eux et de ne pas couper le lien avec le patient, au contraire de le renforcer.
Alors qu'on se connaisse un petit peu mieux dans la salle, qui est infirmier, infirmière? Levez la main. Qui est médecin? Et qui est là par hasard? Moi. Est-ce que vous avez réfléchi à des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors il y a une première question ici. Je crois qu'on va vous passer le micro. Oui, bonjour, donc Jean-Michel Ruffalo, docteur en pharmacie, je dirige un organisme... Vous avez vu que j'ai parlé des pharmaciens. Hein. Donc j'exerce plus, je dirige un organisme DPC et je suis également expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en sciences du médicament. Donc je voulais un peu rebondir ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau du rôle du pharmacien. Bon, je pense que vous aurez quand même besoin du pharmacien, notamment pour gérer les problèmes d'interaction. Interaction peut être entre deux médicaments prescrits, ça le médecin peut les retrouver, mais il peut y avoir aussi des interactions avec des médicaments pris en automédication, et puis aussi avec des choses qui paraissent comme anodines, qui sont les compléments alimentaires, puisqu'aujourd'hui c'est la grande mode des compléments alimentaires. Quand on dit compléments alimentaires, on a l'impression que c'est anodin, mais ça ne l'est pas. Ce sont de véritables médicaments bis qui ne sont pas, qui sont absolument pas contrôlés aussi sérieusement que les médicaments. Bon, par exemple, on trouve sur Internet des gélules de millepertuis qui sont en vente libre sur des sites Internet. C'est un scandale absolu, ça contourne la réglementation des plantes médicinales. Et quand on sait toutes les interactions médicamenteuses qu'a le millepertuis avec des médicaments importants, comme par exemple les anticoagulants, bon, c'est bien connu avec les antivitamines K, mais avec les anticoagulants d'action directe aussi, il y a une interaction avec le millepertuis qui est beaucoup moins connue et beaucoup moins gérable. Bon, voilà, tous ces sortes de problèmes-là, bon, le pharmacien sera utile pour gérer ces questions-là. Est-ce que le problème justement du mésusage des médicaments, ça va être un des problèmes qui va être adressé avec la télémédecine? J'ai vu par exemple qu'il y avait des piluliers connectés où les gens qui ont beaucoup de médicaments à prendre tous les jours, et puis parfois ils peuvent se tromper, hein, c'est légitime. Alors d'abord, est-ce que le mésusage c'est une cause d'hospitalisation ou de réhospitalisation importante, et est-ce que le télésuivi va nous aider à adresser ce problème? Qui veut répondre? Bon, on a déjà quelques chiffres. Tenez le micro. Merci. Voilà, il y a quelques chiffres, hein. Il me semble que la iatrogénie, alors c'est pas forcément du mésusage, hein, c'est la iatrogénie dans son ensemble, c'est environ 10% des hospitalisations en France. Donc c'est énorme, énorme. Donc effectivement, le fait d'avoir un meilleur retour sur l'usage des médicaments permettra à terme, je pense, de faire des progrès de ce point de vue-là. Au niveau cardiaque, c'est un problème. C'est un problème, mais c'est pour ça que l'éducation thérapeutique, l'accompagnement thérapeutique est essentiel quand on fait de la médecine et de la télémédecine. C'est vrai que les piluliers électroniques, ça peut être une solution, hein, l'observance des traitements chez les patients anticoagulants. Il y aura des pilules RFID aussi qui vont arriver dans quelques années. Là, vous allez la voir passer. Donc. Ben oui, bon, le pilulier, normalement, électronique, c'est déjà, à mon avis, un outil intéressant. L'observance des traitements à un an, c'est une catastrophe, et c'est de l'ordre de 50%, une observance optimale, je parle. Donc c'est vrai que sur un traitement anticoagulant, dont il était question précédemment, une observance de traitement anticoagulant, ça expose un risque d'AVC, ça expose un risque d'infarctus du myocarde. Et c'est vrai que c'est l'accompagnement thérapeutique, l'éducation thérapeutique, avant peut-être de faire du pilier électronique, c'est vraiment un point sur lequel il faut jouer pour éviter pas des complications, parce que c'est pas des complications, mais des hospitalisations provoquées par une mauvaise observance. Les applications, par exemple, elles disent au malade, est-ce que vous avez bien pris votre traitement aujourd'hui, ou elles lui rappellent de temps en temps, il y a quelque chose qui est prévu dans ce sens-là? Oui, il y a des applications qui sont disponibles sur un smartphone toujours, qui vont dans ce sens-là.